Je me rappelle de cette gynéco, je crois, jeune, et qui me dit, par contre, vu votre âge, remettez-vous limite en selle tout de suite, parce que, ouais. Et je l'ai redit plus tard à ma gynéco, elle savait qui c'était, du coup, je pense. Vu le tempérament de ma gynéco, je pense qu'elle lui en a parlé. Que c'était un petit peu violent de dire ça à une femme, en plus, qui vient juste de subir un IMG, c'est ça ? Donc ouais, n'hésitez pas à vous faire accompagner, parce que c'est aussi important qu'un accouchement d'un enfant qui vit, quoi. Je trouve ça dommage que ça soit aussi caché, tabou, triste. Moi, ce bébé, il m'a fait un super cadeau. Il m'a fait un cadeau de contraction que je ne connaissais pas. Pour moi, avec Maïna, j'ai accouché, mais sans contraction. Mais ce bébé m'a permis, et pourtant ça a fini sur une table, m'a permis de vivre c'est quoi des contractions pendant des heures et des heures, parce que ça a duré plusieurs jours. Où j'attendais, parce que même quand j'ai appelé l'hôpital, ils me disaient Doliprane et attendez. Si vous pouvez, faites-vous accompagner, parce que c'est pas rien. Bienvenue sur Casse & Pause, le podcast qui soutient les parents en Ille-et-Vilaine en parlant de maternité et de parentalité dans toutes ses formes. Pour ensoleiller le quotidien lourd et apporter le rire, l'espoir et l'empathie qui peuvent parfois cruellement te manquer. Je suis Kérianne Pierre, doula et accompagnante parentale du côté de Rennes. Casse & Pause, ça vient du créole mauricien et ça veut aussi dire quelque chose en breton. Ici, tu vas te relaxer, en créole mauricien, et t'envoler en parole, en breton donc. Ici, ta parole compte. Elle est importante. Bienvenue sur Casse & Pause. Bonjour Marion. Coucou Kérianne. Bienvenue sur Casse & Pause. Je crois que ça va être, que je compte bien, l'épisode 15 déjà. Tu es ma 15e maman à venir participer sur le podcast. Je suis vraiment ravie de t'accueillir chez moi aujourd'hui. On va parler de pas mal de choses, mais déjà dire qu'on se connaît, Marion, on est amis, on habite la même ville. Les gens n'ont pas besoin de savoir où on habite, mais on habite la même ville. Et on est consoeurs aussi. Oui. On ne fait pas exactement la même chose, mais je pense qu'on a la même philosophie de... La même philosophie et une complémentarité, je trouve. Tout à fait, ouais, je suis d'accord. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Marion, vas-y. Alors moi, je suis Marion, donc je suis accompagnante de femmes, aussi à petite enfance. Et sinon, je suis maman de 2 enfants, belle maman d'une grande ado, une jeune ado, maman, et une femme de Thomas. Voilà. J'ai 43 ans. Je trouve important de le dire parce que j'ai eu mes enfants plus tard que la moyenne. Et c'est OK pour moi. C'est toujours important de parler aussi souvent, on voit les personnes qui ont des enfants vers une jeune trentaine ou même la vingtaine, etc. Quand tu les as vers la vingtaine, on va dire c'est vachement jeune. Et quand tu as après ce fameux 37 ans, n'est-ce pas ? Oui, une grossesse gériatrique. C'est ça, donc on en parle peu. Et puis beaucoup de femmes maintenant sont concernées par ces grossesses gériatriques. Donc merci de venir témoigner aujourd'hui. Aujourd'hui, tu viens parler de pas mal de choses. Je ne sais pas par quoi commencer, mais on va commencer par le début, je pense. On va commencer par ça. Tu es venue parler du coup de ton vécu en tant que maman, on a commencé déjà à en parler, de ce que tu as vécu aussi avant d'avoir des enfants, donc des débuts de grossesse, une fausse couche, une IVG. On commence. Oui. Allons-y. Ça commence tout de suite, c'est un peu grave, le ton est un peu plus solennel, plus posé. Attention, qu'est-ce qui se passe ? Donc, oui. Avant la rencontre avec Thomas, j'étais en couple et j'ai dû avoir recours plusieurs fois à des IVG parce que c'était pas le bon moment, pas le bon timing, pas la bonne personne. Et c'était OK. Et avec la rencontre de Thomas, moi j'étais arrivée à un stade où je me disais vu mon âge, je serai jamais maman. Et c'était très douloureux. Et puis Thomas est rentré dans ma vie et je lui ai confié tout ça et lui m'a dit c'est OK en fait, allons-y. Donc je suis tombée enceinte très rapidement de ma fille Maïna. C'est arrivé pendant le début du Covid de mémoire, donc je suis tombée enceinte en début 2020.
J'étais hyper heureuse. Aïe, enfin, enfin, je vais être maman. Alors, j'en revenais pas, même mon entourage, mes copines. C'était un peu la fête toute l'année parce que on fêtait vraiment enfin, quoi. Marion va être maman. Et même si, entre le Covid, les confinements, les vomissements, les morales à zéro, c'était une grossesse, on va dire, difficile physiquement. Parce que clairement, je crois que mon corps et les grossesses, ça fait pas 2, pas 3, mais beaucoup plus. Enfin, je vomis tout le temps. Je crois que Maïna, j'ai vomi jusqu'à 6 mois. Et la nausée jusqu'au bout. Donc ouais, difficile. Et en même temps, j'étais... je sais pas, j'avais une puissance. C'est vraiment le mot qui me vient. Pour moi, elle était un cadeau parce qu'elle me faisait devenir une femme puissante, quoi. Une femme qui crée. Enfin, vraiment, c'était magique pour moi, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'était vraiment très, très fort. Et un jour, avec Thomas, on rangeait la maison, on nettoyait la maison. J'étais à presque 8 mois de grossesse, à un jour près. Donc ouais, on nettoie la maison. Et puis je me sens un peu fatiguée, donc je me pose. Il me dit pose-toi un canapé. J'écoutais à ce moment-là, je me formais avec Quantique Mama. J'avais pris la formation d'accouchement naturel et tout ça, et j'étais en train de la suivre. Et donc je me mets sur le canapé à écouter des podcasts de Karine, qui a une voix plus qu'apaisante. Et il se passe un truc bizarre pour moi à ce moment-là. Donc Thomas nettoie, il finit de passer la serpillière, il me dit tu ne bouges pas, ça sèche. Il part travailler dans le bureau. J'écoute mon podcast et là, Marion quand même, tu pourrais faire attention. Et je me lève et en fait je crois avoir fait pipi sur moi. Et en fait, non, ça c'est pas moi, en fait c'est mon corps. et là je dis Thomas, quoi ? J'éclate de rire et je lui dis je crois que t'as fait le ménage pour rien. On part à la mater. Et je perdais des os en fait. Et ça coulait. On m'avait déjà parlé de la perte des os, mais j'avais une copine qui m'avait dit j'avais beau me changer, j'étais tout le temps trempée, mais j'avais pas pris la conscience en fait. Et là, je le vivais et du coup j'étais en éclat de rire, mais vraiment tout le temps. D'une, parce que Thomas venait de laver et moi je mettais de l'eau partout, et de deux, parce que je découvrais un truc ouais. Donc je me suis posée aux toilettes avec ma feuille de liste pour la mater, parce qu'évidemment mon sac n'était pas fait. Du coup j'étais sur mes toilettes avec ma petite liste et Thomas il faisait les navettes. Alors il faut ça, il allait chercher, il faisait mon sac. Et il y a un moment donné, c'était fait. Et là, je me dis, je vais quand même appeler... Ah ouais, je ne l'ai pas dit. Pendant cette grossesse, j'ai eu la chance d'être accompagnée par une doula en stage. Et elle était en formation et elle cherchait plusieurs coupes de mémoire pour toute la grossesse et l'accouchement. Et c'était vu avec elle qu'elle nous suivait tous les trois et on ferait en sorte qu'elle assiste à l'accouchement. Et donc, je me dis, mince, faut que j'appelle ma doula qui nous a accompagnés, parce que le programme, c'est pas ça, quoi. Le programme, c'est d'accoucher naturellement le plus tard possible à l'hôpital, le plus possible à la maison. Et là, je perds les os, qu'est-ce que je dois faire ? Donc, j'appelle ma doula et j'appelle aussi ma sage-femme avec qui j'avais un contact génialissime. Et donc, les deux, il y en a une des deux qui répond pas, je laisse un message, et l'autre qui me répond, là, malheureusement, t'as pas le choix. Il va falloir aller contrôler la matière. Malheureusement, dans le sens où vraiment mon projet de naissance était le plus naturel possible. À la maison, je savais que Maïna n'était pas encore en bonne position pour sortir facilement. Donc ouais, c'était pas comme prévu, quoi. Et je crois que c'est la sage-femme qui m'avait répondu, et la doula qui me rappelle, qui m'a dit effectivement, là, faut y aller. Tu me tiens au courant. Et tu tentes avec le projet de naissance, tu me dis si je peux venir, pas venir. Mais pendant la grossesse, on savait que cette maternité nous avait stoppé déjà sur le projet de naissance, sur plein de détails. Où d'ailleurs, ça a été super dur parce qu'à chaque rencontre à la mater, mon mari n'avait pas le droit d'être présent à cause du Covid.
Donc, je finissais toujours en pleurs et eux qu'on ne comprenaient pas pourquoi vous mettez dans cet état. Et donc, là, on pouvait croiser les doigts que notre doula puisse venir, mais on savait d'office qu'elle ne serait pas là. C'était une période très compliquée, le Covid, pour ça. Ouais. Mais pour eux comme pour nous, je pense, parce que, en fait, c'était une découverte pour tout le monde. On ne savait pas vraiment le niveau de dangerosité pour les bébés, pour les mamans, pour tout le monde, en fait. Donc, je comprends qu'ils aient mis autant de barrières. Et en même temps, qu'est-ce que c'est dur de vivre une grossesse. Je me vois encore être... je ne sais plus c'était quelle échographie, mais alors, c'est pas à la maternité, j'avais pris un cabinet en libéral. Et je me vois à une des échos dire à... Donc, il n'avait pas le droit de venir. Et dire à la sage-femme qui me faisait l'écho, est-ce que je peux filmer ? Parce que j'ai envie qu'il le vive en même temps que moi. Pas en même temps, mais que lui aussi, en fait, il vive ce que je suis en train de vivre. Et elle m'a autorisée exceptionnellement. Mais elle me dit que c'est interdit parce qu'au cas où il y a une faille, il y a un truc, en fait, c'est filmé, quoi. Donc, du coup, elle m'a autorisée à le faire. J'ai un gros doute que ça soit pour la révélation du sexe, je ne sais plus. Mais en tout cas, oui. Donc, c'est plein de choses comme ça. Le rendez-vous à la mater avant accouchement, il n'a pas eu le droit de venir. Ouais, il n'y a eu qu'avec ma sage-femme et ma doula que du coup, il était là. Et heureusement qu'on a vécu ça, en fait, parce qu'au moins, il pouvait s'imprégner de cette grossesse aussi. Parce que sinon, tout le reste, il était dans la voiture sur le parking de la mater et moi, j'étais dans un bureau. Et donc, cet accouchement. Oui. Imminent, là, du coup, presque. Eh ben ouais. Sauf que... Ouais. Donc, j'arrive là-bas avec Thomas. Donc, pareil, j'ai même une photo où il est... Je suis fière d'avoir pris cette photo parce que je pense que c'est unique. Je suis dans le sas où on voit, je crois, écrit maternité et tout ça. À Tende, il y a une baie vitrée coulissante et derrière, il y a des sièges d'attente, mais vraiment, on voit l'extérieur. C'est vraiment l'extérieur, quoi. Juste... Et en fait, Thomas est assis là avec tous mes sacs. Et ouais, je trouve que cette photo, elle est parlante parce que, donc je suis là à couler. Mon mari est dans le sas à l'entrée et du coup, je vois une sage-femme qui m'accueille, que j'ai gardée d'ailleurs longtemps en contact parce que j'ai adoré son contact. J'ai oublié un détail. Je l'avais appelée, en fait, quand j'étais dans mes toilettes. J'avais appelé la mater sur la vie des 2 femmes qui me suivaient pour les prévenir et pour leur valider je viens. Et c'était cette même femme qui m'a accueillie, en fait. Elle m'a dit, il n'y a pas d'urgence, prépare tes affaires. Par contre, tu viens avant ce midi. Il devait être 9h. Allez, au plus tard à 11h, t'es là, quoi. Pour les personnes qui nous écoutent, c'est vrai que quand on perd les os, c'est vraiment recommandé, d'autant plus que tant que quand c'est un projet de naissance à la maison, c'est autre chose. De toute façon, quand c'est un projet de naissance à la naissance, il faut prévenir. Mais quand c'est un projet à la mater, il faut y aller assez rapidement parce qu'on sait que ça peut vite venir. Il y a des risques aussi infectieux après, donc c'est pour ça que c'est nécessaire. Et du coup, elle m'avait dit, voilà, tu prends ton temps, il n'y a pas d'urgence extrême, mais tu viens. Tu ne peux pas, comme prévu, prendre ton temps à la maison, attendre les contractions. Et en plus, là, j'ai aucune contraction. C'est vraiment... je fais pipi, quoi. Mais on continue. Donc, on arrive là-bas. Elle m'accueille. Elle est toute mimi, parce que du coup, on met un visage sur une voix masquée. Je dis ça parce que je l'ai revue plus tard, non masquée. Tu l'as pas reconnue ? On a eu un doute, elle comme moi, en fait, parce qu'on connaissait nos regards. C'est bizarre, en fait. Ouais. Elle a été super parce que, donc, je disais, ma fille est en transverse, normalement encore. Je perds les os. Et en fait, elle me dit, normalement, quand on arrive, on fait un contrôle. Et en fait, je lui dis, moi, je veux le moins possible de toucher, de personnel, C'était dans mon projet de naissance. Je vais peut-être me rattacher qu'à ça parce que c'est pas sûr que j'aurai tout le reste. Du coup, pour moi, c'est important. Et en fait, elle me touche pas. Rien du tout. Elle ne me fait pas de contrôle. Elle me dit, OK, je préviens la gynécologue. Ce qu'on va te faire, c'est une écho pour vérifier. Et comme ça, on va tout voir, en fait. Peu importe son col, si ta fille est encore en transverse, ça sert à rien d'aller regarder. Donc, on respecte ton choix. Et on a eu raison, parce qu'elle était encore en transverse.
Et là, également, cette gynéco qui est restée ma gynécologue me vient, hyper froide, hyper ferme, hyper masquée aussi, me dit ah bah là, madame, il n'y a pas le choix. Votre fille, elle est en transverse. Elle me dit, bah là, on peut tenter une version, parce que comme ça, vous perdez les os. C'est pas possible, en fait. Vous pouvez pas accoucher avec un enfant en transverse. Donc, c'est soit au César, on la sort, soit on tente une version pour qu'elle se mette en position, et après, on voit si l'accouchement est possible. Et là, je lui dis, cet enfant, je ne l'ai pas fait seul. On l'a fait à 2. Cette décision, je connais les risques. Je ne la prendrai jamais toute seule. Et elle me regarde, elle me fait, bah oui, mais c'est pas de ma faute. Elle s'énerve. C'est pas de ma faute si il est pas là. Le temps qu'il arrive, du coup, ça sera cet après-midi. C'est compliqué là. Et je fais, mais non, en fait, Thomas est juste là. C'est vous qui le bloquez. Il est dispo à répondre. Et en fait, elle est en tenue, en blouse. Paf, elle part dehors. Et elle va chercher Thomas. Il arrive avec tous les sacs dans c'était, je crois, une salle de naissance. Et en fait, on réfléchit tous les deux, elle nous laisse réfléchir. Et en fait, on est venu je trouvais magnifique ce moment. Et c'est un peu le fil conducteur de la naissance de Maïna. Notre couple, en discutant, s'est dit, c'est sa naissance. C'est elle qui décide d'arriver de telle ou telle manière, à tel endroit, de cette manière. En fait, nous, on fait au mieux pour effectivement pas qu'on surcharge de bruit, de toucher, de mouvement. Mais Maïna, elle, qui sort de mon ventre, je n'ai pas de choix. En fait, j'ai pas de choix, je dois la suivre. Et là, elle est en transverse, machin. Et j'ai pas envie de César. Donc, on se dit, allez. On tente une version et advienne que pourra. Par contre, j'ai aucun repère et on m'a jamais parlé de cette définition de version dans la douleur, dans le ressenti. Je ne sais pas où je vais en fait. Et vu qu'on m'en a jamais parlé, vu que j'en ai jamais entendu parler, je me dis, oh, c'est ok, ça doit pas être douloureux, donc on y va. Et dangereux. Ouais, oui, c'est ça. Et tu l'as vécu comment au final ? Au final, c'est fou, oppressant. J'ai la chance d'avoir eu mon mari qui me tenait la main et qui me faisait une visualisation. Allez, viens, on part, on respire. Et il me faisait penser à la mer, aux vagues et tout ça pour essayer de respirer calmement. Il faut savoir que moi, dans les hôpitaux, souvent, je suis en angoisse. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Depuis toujours, j'ai même fait une crise d'asthme sans être asthmatique à l'hôpital. Je ne suis pas rassurée. Donc vraiment, là, je suis en panique, en fait. Je suis en panique et il m'aide à bien respirer. Et cette gynéco est sur moi. Et elle me prend le ventre, une main en bas, une main en haut, et elle appuie dans un sens. Et en fait, ça n'a pas marché. Il s'est passé... si, mais pas ce qu'on attendait. Elle s'est remise... Elle s'est mise en siège. Elle s'est mise en siège, c'est ça, oui. Elle m'avait dit qu'elle faisait en sorte qu'elle mettait sa tête vers le bas. Et j'ai l'impression qu'elle a appuyé sur les fesses, parce que c'est les fesses qui sont allées vers le bas. Et là, encore une autre décision à prendre, parce qu'elle me dit on va vérifier la taille de votre bassin, parce qu'un siège, c'est un siège, et tous les bassins ne peuvent pas... j'ai besoin de contrôler, donc je pars faire un examen. J'ai aucun souvenir de cet examen. Je sais juste le final où elle arrive, elle me dit je suis désolée, mais les fesses de votre fille ne peuvent pas passer par votre vagin. De mémoire, elle me parle d'un vagin ovale qui, du coup, avec une tête, c'est pas possible, des épaules. Voilà, ça passe pas. Et elle me dit, là, il n'y a plus le choix, c'est César. Et en fait, c'est là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, avec Thomas, c'est OK, en fait. C'était vraiment, mais étonnamment, OK. Oui. Parce que vraiment, la César, j'en voulais pas, quoi. Mais là, c'était OK. OK. Elle était en transverse, on tente une version, elle se met en siège. Elle veut pas arriver de cette manière. Ou mon corps ne veut pas qu'elle arrive de cette manière, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est OK. Et donc, elle nous dit, on programme une César. Donc là, il devait être, je sais pas, on est arrivé vers 11h. Elle est pas loin de midi. Et elle me dit, je vais me préparer, vous vous préparez, là il y a de la place, ça va être bientôt. On y va quoi, finalement. On y va. Mais pareil, en fait, moi,
Je connais pas, en fait. Vu que je me suis jamais renseignée sur la César, sur la version, sur tout ça. Et c'est pas ma spécialité. Je suis auprès de femmes et de bébés, mais pas auprès des femmes enceintes et des accouchements. Donc c'est pas je suis pas experte et je connais pas les détails. Et du coup, il y a un truc que je fais. C'est que je suis dans ma chambre avec mon sac de mater et je rappelle, je veux accoucher naturellement. Donc dedans, il y a des dates, il y a des noix, il y a une gourde d'eau, il y a plein de trucs qui aident à un accouchement naturel. Et du coup, je grignote. Avant de l'opération. Mais t'avais faim. Certainement. La porte est entrouverte. Et je sais plus si c'est une infirmière qui passe et qui dit « Mais madame !» Je sais quoi ? Mais faut pas manger. Et j'ai fait je sais pas moi. Mais si personne te l'a dit, tu peux pas le savoir. Voilà. Et du coup, là, la gynéco, elle arrive un peu énervée. Et elle me dit, voilà, vous avez tout gagné. Du coup, ça sera ce soir. Donc, vous avez une césarienne programmée à 18h ce soir. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. On est passé... du coup, j'ai pas eu le droit de manger toute la journée. J'ai eu le droit à mes petites noix. Que t'avais mangé vers midi à peu près. 6 heures à jeun, quoi. Et là, en fait, pareil, avec Thomas, on s'est créé une espèce de cocon. Vraiment, c'était que notre moment. Parce qu'on avait prévenu la famille et nos amis qu'on partait à la mater. Ouais. Que je perdais les os. Et du coup, on est dans une chambre, on doit attendre 18h. Devinez qui est-ce qui envoie plein de messages. Tout le monde. Ouais. Alors. Alors, à Thomas, bien sûr. Et donc, on s'est mis d'accord, on dit rien. On dit rien parce que moi, de mon côté, j'ai mon frère qui est à l'étranger, à l'île Maurice. Très étrangement, beaucoup de coïncidences. C'est bizarre. Ma mère est à 1 heure de l'hôpital et a tendance à un petit peu s'inquiéter rapidement. Donc voilà, ses parents sont pareils à 1 demi-heure, 3/4 d'heure, les frères et sœurs. Et du coup, on se dit... franchement, ils vont s'inquiéter parce que oui, tu pars en intervention, parce que voilà, c'est pas naturel. Mais c'est OK. Et en fait, on n'a pas besoin du stress des autres. Donc, du coup, on ment. Je déteste mentir. Ça fait partie de mes valeurs. Je ne supporte pas le mensonge. Mais en fait, ce jour-là, vu qu'on est en accord tous les deux, que c'est pas pour faire du mal, c'est pas pour faire voilà, c'est pour protéger. Et du coup, on a passé cette journée à mentir. Genre, on a simulé que j'avais des contractions de fou. Et pas du tout. J'ai jamais eu de contraction pour la naissance de Maïna. Jamais. Rien. J'ai eu les tranchées derrière. Ah, les tranchées, c'est autre chose. Voilà. Les tranchées, c'est bien. Voilà, ouais, c'est pas mal ça. Ça réveille, je trouve. Ça réveille. Voilà. C'est un moment si on ne te prévient pas non plus, ça peut être... on m'avait pas prévenu. Parfois, on le découvre. Ça, je trouve que c'est un truc... Je rigole, mais je sais bien. Je comprends pas. Alors, j'entends des femmes qui disent c'est normal qu'on parle pas de tout ça à des femmes parce que sinon elles auraient peur de tomber enceinte. Mais en vrai, quand tu te le prends en pleine face à ce moment où tu es hyper vulnérable, hyper épuisée, hyper t'es joyeuse, triste, il y a tout en même temps. Ça serait peut-être bien d'être au courant de certains trucs. Moi, c'est mon avis. Voilà. Mais non, mais c'est un avis qui se tient aussi. Et dans ce que tu dis, justement, finalement, votre projet de naissance, vous n'avez pas pu l'avoir comme vous le souhaitiez. Et à la fois, j'ai envie de te dire que ce que j'entends, c'est que vous avez pu rester dans votre bulle, même s'il y a eu un pieux ou plusieurs pieux mensonges. Ça a été des moments pour vous, parce que c'est avoir au moins 5-6 heures pour vous préparer à un événement qui n'est pas anodin quand même, une césarienne. Oui. Et merci, tu me fais penser à un truc, c'est que le prénom n'était pas choisi. Ah oui, il nous restait 1 mois. Donc de mémoire, il en avait 3, j'en avais 3, tu vois. C'était pas les mêmes. Évidemment, ça aurait été trop simple. Voilà. C'était l'espoir, justement, qu'on croise. Non. Et pour la petite anecdote que je raconte souvent à ma fille, parce que c'est vrai, dans les prénoms qu'on a eus avant ce jour J, il y en avait eu peut-être une dizaine du côté de Thomas, une dizaine de mon côté. Et on a barré des prénoms, dont un. Le prénom Maïna, on l'a barré. Il était dans une des listes, je ne sais pas où, peut-être dans les 2. Pour une raison simple, c'est qu'il y a un dessin animé qui est magnifique, je perds mes mots et j'ai plus le titre.
Mais en bref, ce dessin animé, c'est une femme enceinte qui a une petite fille dans son ventre et elle vient au monde quand sa maman part. Elle décède pendant l'accouchement et cette petite fille s'appelle Maïna. Et du coup, j'adore ce prénom. Et j'avais dit à Thomas, ah non, parce que ça, c'était ma peur en fait. Vu que j'arrivais pas à devenir maman, je sais pas pourquoi, j'étais convaincue que si un jour ça arrivait, j'allais mourir. Donc ce prénom, c'était hors de question. Et le jour J, il a 3 prénoms, j'ai 3 prénoms. On fait le tri, machin, mon cerveau, il est complètement à l'ouest parce que je suis dans l'excitation que ma fille arrive. Bah, devinez quel prénom on a choisi sans penser à ce dessin animé. Eh ben Maïna, c'était magnifique. Et vraiment, j'ai occulté toutes mes idées sombres, en fait, de peur. Et c'est le lendemain, ou le surlendemain, je ne sais plus, quand j'envoie des messages à des copines, elle est là, elle s'appelle Maïna, nanana. J'ai une copine qui me dit « Oh, mes enfants adorent le dessin animé !» Et là, je me dis « Ah ouais !» Eh ben, comme je l'ai fait, je suis pas morte, elle est là, elle s'appelle Maïna. Donc, je trouve que c'est super beau. C'est une belle histoire, merci pour cette anecdote, c'est très touchant. Et je pense qu'en vrai, on n'aurait pas choisi ce prénom à cause de ce dessin animé, ça m'aurait toujours embêté, tu vois. Ouais. Et au final, bah, tu vois, la vie... La vie a fait que Maïna soit arrivée en César, et puis bah, après, t'as plus le temps de grignoter un petit peu avant, il y a eu plein de choses. Et comme t'as dit, ouais, effectivement, c'était ce cocon-là, de quelques heures, bah, on a choisi le prénom... On a informé à notre manière la famille. Et on s'est préparé, en fait. Et puis aussi, on a pu demander des choses que j'ai imposées un peu au corps médical. C'est que mon mari soit tout le temps là, en fait. Ouais. Il y avait des règles. OK. Mais Thomas, je le veux tout le temps avec moi. Et y compris à l'anesthésie. Parce que ça aussi, ils sont hyper réticents. J'entends qu'il faut une chambre stérile, il faut donc oui, un homme avec ses vêtements d'extérieur, même en blouse, machin, faut qu'il touche à rien parce que c'est vraiment ce qu'on m'a dit. Mais du coup, je l'ai eu. Thomas a pu être là et heureusement parce que j'ai vraiment du mal. Et pendant tout l'accouchement, il était là. Ma gynéco a été fabuleuse parce que elle m'a demandé de pousser. Et ça aussi, je ne m'attendais pas à ce qu'on me le propose. Et en plus, je pense que c'était purement symbolique parce qu'après coup, elle me disait que ma fille était coincée à un endroit. Donc, je ne suis pas sûre que vraiment... T'es plus poussée, ouais. En tout cas, moi, elle m'a fait un cadeau, en fait. Parce que ce jour-là, oui, quand elle me l'a dit, ah ouais, et paf, Maïna est arrivée, je l'ai entendue. J'ai vécu un accouchement. Parce que pour moi, je partais à une opération. Ouais. Et non pas accoucher. Et en fait, ce qu'elle a fait, ouais, je trouve ça génial. Et vraiment, si toutes les gynécos pouvaient faire ça, c'est un vrai cadeau. Et puis, la maman a le choix, au final. Pousser, t'as pas envie, tu le fais pas. Oui. Donc, ouais, je trouve que c'est beau. Et puis après, ils m'ont mis sur moi. Et une autre règle que je leur avais imposée, c'est ma fille est tout le temps avec moi. Et si on ne peut pas, elle est avec son père. Oui. Je ne veux pas qu'elle soit seule avec le corps médical. Je veux qu'elle se sente tout le temps avec ses parents présents, là. C'était très, très important pour moi. Et on l'a vécu. Ils se sont absentés. Alors moi, j'ai l'impression qu'ils se sont absentés 2 minutes. Et j'ai même un souvenir visuel où je les vois. Thomas me dit que c'est impossible. Donc c'est fou, le cerveau, tout ce qu'il peut faire. Mais pour moi, c'était bon, j'étais en sécurité, ma fille était en sécurité. Et c'était le principal. Elle était avec son papa et puis ils sont revenus après. Ils m'ont laissé Maïna sur moi. Même pour remonter à la chambre, elle était sur moi, en peau à peau. C'était magnifique. Elle a eu la première tétée, difficilement parce que... Alors, j'ai du lait à foison, mais en fait, mes bébés et mes seins, ils ont du mal à s'accrocher. Ouais. Mais elle l'a eu. Et elle l'a eu longtemps parce que je l'ai allaitée jusqu'à 6 mois. Donc, trop bien. Oui. Donc, ouais, c'était franchement magique. Et entre guillemets, la chance du Covid, c'est que ça soit pour la grossesse comme le postpartum, c'était le Covid. Tu étais un peu tranquille, on va dire. Du coup, j'étais tranquille. Les gens faisaient très attention à leurs microbes.
J'ai pu me reposer avant comme après. Les gens ne me voyaient pas forcément dans mon mal-être de grossesse comme à mon épuisement postpartum. Et en plus, j'avais mon mari à dispo. Il était à la maison tout le temps. Oui. Donc, franchement, c'était magique. Je pense que c'est le point positif du Covid, c'est que j'ai pu vivre tout le temps, tout le temps être accompagnée, en fait. J'étais pas seule dans cette grossesse et ce postpartum. Et je me suis rendu compte que je t'avais pas demandé comment est-ce que tu vas. Alors là, mi-parcours de notre épisode, comment ça va, Marion? Je vais bien. Ouais. Franchement, je pense que là, je suis bien. Ouais. Franchement, j'avais hâte d'être là parce que je t'ai écoutée avec d'autres mamans et je trouve que c'est un super cadeau que tu nous fais à toutes les femmes, à toutes les mamans. Et du coup, j'avais hâte de le vivre. Donc, je vais super bien. Merci. Merci à toi. Avant de parler de la grossesse avec Tao, on en échangeait avant. Comme tu le disais, tu as vécu une fausse couche et après ça une IVG. Ce qui est important dans ton parcours parce qu'en effet, comme tu le disais, c'est important par rapport aux autres femmes, aux autres personnes qui nous écoutent. Je te laisse nous raconter un peu ce parcours-là. Donc en 2020, la naissance de Maïna. Et la fausse couche, tu l'as vécue quand ? L'année suivante. L'année suivante, je suis tombée assez rapidement d'un autre bébé qu'on souhaitait. On a toujours dit qu'on aurait aimé avoir 2 enfants, donc c'est une évidence pour nous. On a laissé la nature faire les choses. Donc c'était en fin 2021. On l'annonce à Noël, parce que je suis à 3 mois de grossesse. Tout début janvier, je perds le bébé. Lors d'une écho, en fait, on découvre que le cœur s'est arrêté. Et du coup, bizarrement, je pensais que... Je le savais. Ça a été vraiment très étrange, ma réaction, parce que j'ai pas été surprise. Je sais pas pourquoi. En fait, Maïna, comme je vous l'ai dit, j'ai vomi jusqu'à 6 mois. Ce bébé, j'ai arrêté de vomir à 3 mois. Et j'ai eu l'impression qu'il se passait quelque chose. Et quand, à l'écho, elle nous dit « Je suis désolée, il n'y a pas de cœur qui bat », ben, je comprenais en fait. C'était quoi mon truc que je disais « Ça va pas, il y a un truc ». Ben, c'était ça, c'est que c'était fini. Et par contre, pour Thomas, c'était un choc brutal, car il a fait un malaise dans le cabinet de la gynéco. Et ensuite, du coup, on a fait le choix de rentrer chez nous, d'appeler ma mère pour qu'elle vienne s'occuper de Maïna. Et d'essayer de le vivre au maximum naturellement. Mais ça a été très violent, très intense, très dur. Là, pareil, j'avais aucune connaissance, aucune expérience. J'ai eu des copines qui avaient fait des fausses couches, mais elles n'avaient jamais été... dans les détails, quoi. Voilà. Donc, du coup, je ne m'attendais pas à cette violence. Parce que pour moi, là, je vivais des contractions, mais de vraies, quoi. C'était... alors, moi qui ai des règles douloureuses et fortes, c'était ça x10, quoi. Enfin, c'était violent. Et je me voyais, pareil, aux toilettes, mon lieu fétiche. J'étais sur Internet, sur mon téléphone, à chercher, en fait, des expériences de femmes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut vérifier ? Même en rituel, en fait. Parce que pour moi, ce bébé, il a été annoncé, il a été... voilà, on avait offert des petits chaussons aux grands-parents, donc il était là, quoi. Et je voulais pas louper une étape. J'ai trouvé quelques petits trucs sur Internet qui m'ont permis d'aider ma famille, moi aussi, mais ma fille, qui savait qu'elle allait avoir un bébé dans la famille. J'ai un petit frère, une petite soeur, on ne sait pas. Du coup, là, il fallait lui annoncer que c'était fini, mon mari, pour qui c'était violent, et ma mère et la famille. Donc du coup, je trouvais important de le dire aujourd'hui parce que moi, c'était très, très, très violent, douloureux. J'ai dû finir à l'hôpital et avoir de l'aide médicalement parce que, en fait, mon col ne s'ouvrait pas et mon corps contractait énormément pour expulser, mais mon col ne voulait pas s'ouvrir. Donc du coup, ils ont dû intervenir pour m'aider, en fait. Et j'ai été très, très bien accompagnée, hormis... c'est marrant comme le cerveau, paf, il te renvoie un truc que j'avais occulté, oublié. Là, à l'instant, je me rappelle de cette gynéco, je crois, jeune, et qui me dit, par contre, vu votre âge, remettez-vous limite en selle tout de suite, parce que, ouais. Et je l'ai redit plus tard à ma gynéco,
Elle savait qui c'était, du coup, je pense. Vu le tempérament de ma gynéco, je pense qu'elle lui en a parlé. Que c'était un petit peu violent de dire ça à une femme, en plus, qui vient juste de subir un IMG, c'est ça ? Donc, ouais, c'est... n'hésitez pas à vous faire accompagner, parce que c'est aussi important qu'un accouchement d'un enfant qui vit, quoi. Je trouve ça dommage que ça soit aussi caché, tabou, triste. Moi, ce bébé, il m'a fait un super cadeau. Il m'a fait un cadeau de contraction que je ne connaissais pas. Pour moi, avec Maïna, j'ai accouché, mais sans contraction. Mais ce bébé m'a permis, et pourtant ça a fini sur une table, m'a permis de vivre, c'est quoi, des contractions pendant des heures et des heures, parce que ça a duré plusieurs jours. Hein, où j'attendais, parce que même quand j'ai appelé l'hôpital, ils me disaient Doliprane et attendez. Si vous pouvez, faites-vous accompagner, parce que c'est pas rien. Et ça ne devrait pas être tabou. Et c'est là que les langues se délient aussi, parce que j'ai découvert des proches qui me disent moi aussi je l'ai vécu plusieurs fois. Je vois le courage. J'ai une très proche qui m'a annoncé qu'elle l'a vécu 6 fois avant d'avoir son 3e enfant. J'ai dit mais waouh! Et j'ai tout le courage qu'elle a dû avoir pour vivre ça 6 fois. C'est costaud. Ah ouais. Donc là, j'en ai des frissons. Mais ouais, c'est pour ça que je voulais en parler. Tu as raison. Suite à ça... Et donc, ouais, pour moi, c'est un cadeau, cet enfant. Oui, j'aurais aimé qu'il soit avec nous, mais il m'a permis aussi de me rapprocher encore plus de Thomas. On s'est soudés à ce moment-là. C'était impressionnant. C'était très fort. Parce que j'ai vu à quel point ça l'avait, lui, touché. Et du coup, j'ai voulu être son socle, soutenir, l'aider, et du coup notre amour s'est amplifié. Donc un grand cadeau, ce bébé. Et puis après on s'est dit stop, on fait une pause, on se marie, on fait des trucs qui nous redonnent un peu de joie, d'amour, de vie. Et plus tard, on réessaye. Et en fait, ça prend pas. Je tombe pas enceinte. Et à ce moment-là, j'ai mon papa qui tombe malade, cancer. Mon papa qui demande beaucoup. On dit que les bébés demandent beaucoup d'attention, mais des fois, quand on vieillit... Les personnes en fin de vie, notamment, ouais. Voilà. Mon papa, c'était vraiment le cas, quoi, pour un rien. Mais on a 1 heure de route entre lui et moi. Pour un rien. Si c'était pas lui qui m'appelait, c'était un infirmier, c'était l'hôpital, c'était les pompiers, c'est tout. Sauf que je venais de découvrir que j'étais enceinte. Et donc là, on est, je crois, en 2023. J'ai dû tomber enceinte fin 2022, ouais. Et du coup, je suis entre les vomissements, les malaises. On revient dans le schéma de la grossesse merdique là, qui me rend mal. Et un papa qui me demande beaucoup. Et je suis seule à m'en occuper. Et à un moment, en fait, je craque parce que l'hôpital me demande vraiment beaucoup. J'ai un rendez-vous avec mon mari concernant mon père. On me demande de prendre des décisions. Parce qu'il a besoin vraiment d'attention, en fait. C'est même plus la maladie, là. C'est vraiment... il est redevenu un bébé qui demande beaucoup d'attention. Et là, j'informe le personnel de l'hôpital que je suis enceinte et que je suis malade et que j'arrive plus, en fait, à gérer les deux. Et on rentre chez nous, je pleure, je passe ma vie dans mon lit, je suis dans un profond mal-être. J'ai une voix à l'intérieur de moi qui j'entends ce que je me dis, mais je suis incapable de le prononcer et d'être honnête avec mon mari parce que je me dis je vais lui faire du mal. Et en fait, je sombre et un jour je me dis non, il faut en fait. Je suis en train de me faire du mal, donc il faut que je dise le fond de ma pensée à mon mari et je lui dis je ne peux pas garder ce bébé parce que je ne peux pas être partout, je n'ai pas la force d'être partout, je veux ce bébé, oui, je veux un 2e enfant avec toi, oui, mais pas comme ça, là je peux pas, je n'y arrive pas et j'aimerais pas être enceinte et enterrer mon père si ça doit arriver. Et du coup, on décide de le faire et Thomas m'accompagne et sincèrement, là on avait annoncé à personne. Je suis même possible qu'il y ait des gens qui ne le savent toujours pas à ce stade, qui vont peut-être le découvrir en écoutant ton podcast. Mais voilà, ça nous appartient, c'était un choix, c'était pas facile. Et encore une fois, l'amour de notre couple a une force profonde qu'on
se comprend, on se soutient, on s'élève en fait. On n'appuie jamais sur la tête de l'autre pour aller mieux. Non, on essaie de comprendre l'autre et d'avancer ensemble et d'évoluer ensemble. Et on était OK en fait, même si oui, ça nous embêtait, clairement, parce qu'on aurait aimé cet enfant. Mais voilà, donc on l'a fait et ça s'est très bien passé. On l'a fait à la maison. Pareil, j'avais appelé ma mère pour qu'elle s'occupe de ma fille. Et nous, on était à l'étage. On a inversé. et ça s'est très bien passé. J'ai dû, encore une fois, aller sur la table. Parce que, voilà, mon col, décidément, il ne veut pas s'ouvrir. Donc, on m'a aidée, encore une fois. Et après, il y a eu un gros coup de ras-le-bol. Non, je mérite pas en fait d'avoir un autre enfant parce que j'ai enlevé cet enfant. Donc non, en fait, Thomas, je suis désolée, je ne peux plus avoir d'enfant parce que vraiment, c'était ça à l'intérieur de moi. Je ne mérite pas. Et il entend, il souffre. Mais, allez, 3 mois plus tard. Alors, faut dire pendant ces 3 mois où on a acté, donc j'ai avorté, et puis après, je lui dis, pas d'enfant. 3 mois se passent, et pendant ces 3 mois, je vends, je me sépare de tout ce que j'avais gardé de ma fille pour avoir ce deuxième enfant. Tout le matos, périculture et compagnie, on vend. Et juillet arrive. Mon père guérit de son cancer. Il est en rémission et je n'ai plus besoin de faire les navettes et je vais bien. Et moralement, mon coup de mou après cette IVG, c'est passé. En fait, je me dis que je m'en voulais. Oui, je venais de le vivre, les émotions, il y a aussi les hormones, il y a tout ça. Et en fait, je me dis, mais quel con, en fait. Si, je veux... Mais alors, la honte de revenir vers mon mari et lui dire... Mais comme je vous dis, on parle de tout, on est hyper transparent, c'est mon meilleur ami, mon mari. Et du coup, je lui dis, et il comprend. Encore une fois. Et on dit, on laisse la nature, encore une fois, faire des choses. Et ça prend pas. Et voilà, quoi. Et je suis tombée, donc ça, c'était en juillet, et je suis tombée enceinte de Tao. Je crois, en octobre. Et rebelote, quoi. Une grossesse couchée dans mon lit. À vomir régulièrement. Jusqu'à 7... Alors, attends. Ouais, c'est ça, 7 mois. On est allé un petit peu plus loin. Histoire de bien faire 6 mois, 7 mois. Sauf qu'il s'est passé quelque chose. Donc, je suis enceinte de 3 mois. On ne l'a pas encore annoncé. On pensait l'annoncer, non pas à Noël, parce qu'on a vécu ça, mais bientôt, en janvier. Mais là, on est en décembre. On est le 1er décembre et mon papa décède parce qu'il a été affaibli par la maladie et qu'un autre virus est arrivé et l'a emmené, en fait. Et du coup, je vis ce que je ne voulais pas vivre. Être enceinte et perdre mon père. Et en même temps, je me dis que c'est le cadeau de mon papa, en fait. J'ai toujours entendu ça quand j'étais petite, je sais pas toi, mais de dire quand il y a... Quelqu'un qui part. Voilà, il y a quelqu'un qui part, il y a un bébé qui arrive. Et voilà. Pour moi, en fait, j'ai l'impression qu'ils ne pouvaient pas être sur Terre ensemble. Parce que quand lui partait, un bébé arrivait, tu vois, et là, hop, on revit. Mais voilà, c'est dur, très dur, parce que j'ai dû m'occuper, alors j'allais dire seule des obsèques. Non, mon mari m'a beaucoup aidée, et la famille de mon mari m'a aidée. Et un petit peu dans ma famille. Mais voilà, ça reste une grossesse à vomir avec des hormones basses parce que, je veux dire, les moments, les émotions un peu dans tous les sens. Dans tous les sens parce que et c'était difficile alors, j'allais dire fêter la mort. Célébrer la vie qu'il a vécue. Les deux, en fait. Je dois annoncer... Je me revois, en fait, au moment d'enterrer mon père, personne ne sait que je suis enceinte. Et je finis à une chambre funéraire où, en fait, j'ai du mal à manger. Oui, je vomis. Et je finis par annoncer ma grossesse dans la chambre, en fait, où repose mon père, pour que les gens comprennent que, pour moi, c'est ultra difficile physiquement, psychiquement, moralement. La totale, quoi. Toute l'année a découlé où après un décès de parents, il y a toujours plein d'administratifs que je ne savais pas. Je m'en doutais, mais à ce point,
Pour vous dire, je suis encore dedans. On est en 2026 et c'était en 2024 du coup. Ça traîne. Eh bien, ça va se régler ce mois-ci. Une grossesse difficile parce que vomi, parce que la mort et la vie. C'est vraiment ça en fait qui a été compliqué. Et en plus, vu que j'étais affaiblie, moralement pas bien, j'avais pas le soutien que j'ai eu comme pour Maïna, parce que c'était plus pump it up, waouh, Marion va être maman. Non, Marion est déjà maman là, donc c'est normal en fait. C'est plus trop la fête finalement quand tu passes au deuxième enfant, je trouve. Ouais. C'est normal. Et j'ai une fille qui demande de l'attention et qui a... là, je suis nulle dans les calculs, je ne sais plus si elle a 3 ans ou 4 ans. Elle a 4 ans. Elle a 4 ans, ouais. Un enfant à 4 ans, voilà quoi. Les enfants bas âge demandent beaucoup d'attention. Voilà. Et moi, j'arrête pas de lui dire, déjà, avec mon gros bidon, je peux plus me mettre dans ton lit qui est au sol pour te lire l'histoire. Parce que j'ai mon ventre qui me fait mal, qui explose. Du coup, l'histoire, c'est papa le soir. Il y a beaucoup de choses où je passe le relais. Et que du coup, je m'en suis rendu compte qu'après, que ma fille, elle est en manque de sa maman. Sa maman, du jour au lendemain, avant même l'arrivée de son petit frère, elle était déjà pas trop là, quoi. Elle était présente dans la maison tout le temps, tous les jours, mais elle pouvait pas jouer avec moi, elle pouvait pas... Donc, il y avait ça aussi à gérer. Et à l'arrivée de mon fils, qui est arrivé... lui, à 9 mois, avec pourtant difficulté parce que grossesse difficile, diabète, insuline, gériatrique bien sûr. Donc on n'arrêtait pas de me dire pendant le début de ma grossesse, on ne vous laissera pas aller jusqu'au bout. Et moi je disais pourquoi ? Parce que gériatrique, parce que diabète et en plus sous insuline. Donc objectif pour virer l'insuline ou le baisser... et être stable. Donc ça a été mon objectif, mais ultra à fin de grossesse. Et tu sais quoi ? Arrivé à l'accouchement. C'était bon. Et ouais. En fait, on m'a laissé aller au terme parce que j'ai fait que de baisser. Comme quoi, c'est possible. Ah oui, alors par contre, vive la salade. Non mais vraiment, il faut le dire, je n'ai mangé, mais vraiment... Alors déjà, je mangeais pas grand-chose début de grossesse parce que j'étais une fan de camembert. C'était... chips, coca, camembert. Il n'y a que ça qui passait. Et... pardon, j'ai dit des marques. C'est pas grave. On va dire Pepsi aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Pas de jaloux. Voilà. J'aime pas ça, mais c'est pas grave. Mais du coup, à la fin, je mangeais de la salade et que des légumes cuits. Voilà. Je mangeais que ça. Et du coup, c'était OK, en fait. Et du coup, j'ai réussi à accoucher à 9 mois. Pas naturellement. Césarienne, il me semble aussi. D'accord. Alors, pourquoi parce que mon col ne veut pas s'ouvrir. C'est des choses qui arrivent chez certaines femmes. C'est fou. Et puis maintenant, je me rends compte, parce que même pour la fausse couche, même pour l'IVG, j'ai eu le problème. Donc, peut-être un truc à aller chercher, à fouiner. Mais ils ont quand même tenté un truc que je ne connaissais pas. C'est le ballonnet. Oui. On m'a mis un ballonnet à l'intérieur qui m'a créé des contractions pendant 24 heures. Il y a des moments, j'ai cru que c'était des vraies contractions, parce que c'était un petit peu rapproché, un peu régulier, et puis intense. J'ai accroché mon mari, parce qu'on a fait que de marcher dans la matière, le ballonnet, le ballon. J'ai tout fait. Pour te dire, quelques jours avant le terme, j'étais en train de danser. J'étais à fond. J'ai tout fait. J'ai tout, les dates, j'ai tout essayé. Moi, il n'y a rien qu'à marcher. 24 heures de ballonnet. Donc, c'est un ballonnet qu'on met à l'intérieur, qui gonfle avec du sérum fille. Et l'objectif, c'est d'ouvrir le col. Même à 1, c'est OK. Sauf que moi, au bout de 24 heures, j'étais même pas à 1. Là, ils m'ont dit, je suis désolée, mais vous êtes à terme. Il y a toujours le diabète, toujours il y a gériatrique, il y a toujours tout ça. Donc là, en fait, on vous laisse plus le choix. On part en César. J'ai une chance, encore. Et là, j'ai dû beaucoup plus insister pour que mon mari soit avec moi à l'anesthésie. Ah ouais. Il ne voulait pas. Ok. Clairement, c'était un non catégorique. En fait, c'est l'anesthésiste qui décide. Et là, il ne voulait pas. Et j'étais en pleurs et j'ai supplié à le voir pour lui expliquer que même c'est dans son intérêt, en fait, que mon mari soit là, parce que je souffre. J'ai une peur bleue des aiguilles et cette sensation quand on injecte un produit, au niveau de la rachis-anesthésie notamment. Ça me brûle, ça me fait mal, et du coup, je suis capable de me lever, moi, je m'en fous, en fait. Et j'ai dit, mon mari, lui, il me canalise, et du coup, ils ont accepté. Et heureusement,
parce qu'il s'est repris à 3 fois. Et ça fait mal, hein, l'arrache anesthésie. Ça fait mal et c'est des trucs un jour, à un moment, j'avais une jambe froide, une jambe bouillante. Et l'accouchement s'est bien passé. Tao, elle allait bien quand elle m'a dit qu'il arrivait. Donc là, en fait, la différence avec Maïna, c'est que Maïna, vraiment, la gynéco était vraiment impliquée avec nous. On faisait cette visualisation pour être bien. Elle m'a dit de pousser. C'est pas ce qu'on a vécu avec Tao. C'était pas la même gynéco, du coup? Non. C'était pas la même. J'ai pas pu la voir, elle avait arrêté d'exercer, elle fait que du libéral, elle ne fait plus à l'hôpital. Et en fait, mais elle était très bien, mais elle m'a pas demandé de pousser. Et en fait, elle n'est pas rentrée dans notre univers à Thomas et moi. Il y avait derrière le champ, entre eux, ils parlaient, et nous, en train d'accoucher. Tu vois. C'était moins féerique, on va dire, mais c'était cool, parce que en soi, tout était OK. Et quand il est né, il m'a dit, je l'entends pas. J'étais là, mais je l'entends pas. Et il me dit, mais si, écoutez. Et on entendait juste que il parlait pas. Il pleurait pas comme on peut entendre un pleur de bébé. Ouais, qui très strident. Oui. Et elle me dit, c'est la force tranquille. Et encore aujourd'hui, c'est un terme qu'on utilise beaucoup pour mon fils parce que ça le représente énormément. Il pleure pas beaucoup, du coup? Un peu. Ça a changé. Il pleure depuis que j'ai pris conscience que j'étais en dépression postpartum. Avant, il ne pleurait pas. Une belle transition, là, déjà, Marion. Tu nous parles là, de la dépression postpartum que tu as découvert après la naissance de Tao, plusieurs mois plus tard, si je ne me trompe pas. Bon, déjà, avant de te poser cette question-là, donc Tao, après, est-ce que tu as été bien accompagnée, toi, tu trouves? Comme je pose toujours cette question-là. Pour l'accouchement, là, tu parles? Juste après l'accouchement, alors déjà, à la matière, moyennement. Ok. J'avais hâte de rentrer chez moi. Arriver chez moi avec mon mari, bien sûr. Sauf que j'avais pas pris conscience que il y avait des enfants à la maison. Comme je rappelle, j'ai ma belle-fille qui a aujourd'hui 11 ans et ma fille aujourd'hui qui a 5 ans. Pour moi, ça allait être comme pour Maïna, où je suis dans mon lit, j'ai mon bébé, j'allaite, mon mari me donne à manger, peinard. Non, en fait, parce qu'en fait, il y a Maïna. Il faut... Et j'ai accouché en juillet. Donc pendant les vacances scolaires. Voilà, le jour des vacances scolaires, tu vois, ce cadeau. C'est un super cadeau, mais pas pendant les vacances. C'est pas un cadeau, ça. J'avais pas pris conscience que mon mari travaille. Et mon mari est entrepreneur. N'a pas les mêmes vacances que tout le monde peut avoir. N'a pas de vacances, en fait. Il n'a pas de congé parental. Congé paternité. Merci. Il est à la maison, mais il travaille. Il est dans son bureau. Donc, je dois m'occuper des autres et de moi et du bébé. J'ai là, pour moi, selon mon point de vue, pas eu le soutien que j'aurais eu besoin et demandé auprès de mes amis et ma famille. J'avais vraiment demandé en amont, en fait, dans la grossesse, et essayer de prendre un peu les enfants qui s'habituent. Et ça n'a pas été le cas, ou pas comme ça aurait pu être possible. Donc, du coup, j'ai fait. Mais ça allait jusqu'à... J'étais fatiguée, oui, mais il y avait cette... je sais pas si c'est les hormones, là, la joie d'être maman avec ce petit bébé, et puis ce petit bébé, quoi, qui te donne de l'énergie, et donc jusqu'à 3-4 mois, ça va. Et puis petit à petit, je découvre... je m'en rends pas compte, mais je sombre, en fait. Tao commence à être chez une asthmate. Très compliqué de déposer mon bébé, violent, à 3 mois et demi, parce que je dois reprendre le travail. Je passe des journées où je l'ai pas, où je pourrais me reposer à dormir. En fait, je passe ma journée à pleurer. Et je comprends pas, et je me dis, c'est normal, c'est le lien d'attachement. Et puis en fait, ça s'agrandit. Et un jour, je dis à mon mari, je suis en pleurs, je lui dis, mais en fait, j'ai vraiment besoin d'aide. Et il me dit, tu sais que tu peux retourner à la maternité, il y a la psychologue qui est là, en fait. Il faut savoir qu'en tout cas, pour la maternité où on est, pendant la grossesse, à l'accouchement et pendant 1 an après l'accouchement, on peut avoir des rendez-vous gratuits avec la psychologue de la maternité, ce que du coup j'ai tenté, donc pendant quelques mois. Et en fait, au début, ça m'a fait du bien, parce que je me dis, au moins là, je peux me déposer, confier ce que je vis, parce que pour moi, c'est juste, faut que je dépose.
Et en fait, ça tourne un peu en rond. Et à un moment, je me dis, mais non, en fait, ça va pas. C'est pas j'ai pas juste besoin de parler, ça ne va pas. Je ne vais pas bien. Il y a des trucs qui se passent. Je ne peux pas, par exemple, prendre le volant avec mon bébé en voiture parce que je suis dans un mal-être profond. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va nous arriver quelque chose. C'est très sombre dans ma tête. Tout est attention, quoi. J'ai l'impression qu'il va s'étouffer, que je suis au volant. Tout est très compliqué. Je dois m'acheter un manteau d'hiver. Je n'arrive pas à aller au magasin m'acheter un manteau d'hiver. Donc, je préfère ne pas avoir de manteau. Mais on est en hiver, il caille. Alors, voilà, tout est compliqué. Ma relation avec ma fille, la relation avec mes amis, ma relation avec ma famille, ma belle famille. Tout devient me prend une énergie de dingue dans tous les sens. Et je n'arrive pas à comprendre. Je suis pour moi la même personne. J'ai l'impression que rien ne va. Et je ne comprends pas. Et jusqu'au jour où je dis à mon mari, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide parce que tellement rien ne va que je commence à vraiment pas avoir de bonnes idées. Non pas de suicidaire, pas du tout, mais quand même tellement mal, quoi. Je sais pas, j'arrive pas à nommer, en fait. Mais je me dis qu'effectivement, on m'aurait pas aidé. Je sais pas. Et c'est là où on en reparlera dans un autre épisode, toutes les deux, pour parler plus de ça. En plus, aujourd'hui, il pleut comme pas possible. Et du coup, là, il y a le truc, le temps, ça se déchaîne autour de nous. Qu'est-ce qui se passe ? Mais malgré tout ce que je raconte là, sur le temps, ce que je veux dire, c'est que les dépressions postpartum, on en parle de plus en plus. Hein. Pour autant, quand quelqu'un vit une dépression déjà, de base, on le voit, je pense, tous les gens qui nous écouteront là pourront le dire, on a toujours un espèce d'a priori en se disant oui, mais ça va aller mieux un jour. Ça ne peut qu'aller mieux, ça va prendre du temps, etc. Parfois, il y a des antidépresseurs qui sont donnés, on a tendance à juger les personnes qui en prennent. Et quand on se retrouve avec une dépression postpartum, le DPP comme par son petit nom, son 12 acronymes, il y a beaucoup de gens qui disparaissent. Et qui parfois ne savent plus trop comment apporter le soutien. Et c'est là aussi où on prendra le temps d'en échanger plus longuement. Et moi, je voulais te remercier aussi de dire ça, de parler de... Voilà, aujourd'hui, tu as parlé de beaucoup, beaucoup de choses, mais de dire aussi, on peut avoir eu 2 enfants, on peut avoir eu une fausse couche, des IVG, avoir une belle relation avec quelqu'un dans sa vie et aussi sombrer. Ouais. Parce que tout le monde peut sombrer. Tout à fait. Et on ne le choisit pas. Non. T'es émue aussi. Hein. Ouais. Et je te remercie parce que vraiment, il y a peu de personnes à qui on peut parler. En fait, et je vais le dire, hein, je t'ai appelé. Je t'ai fait des vocaux et merci. Et t'es une des seules, des très peu, oui, quasi là, pas seule, mais presque, d'avoir juste écouté, en fait. C'est ce que souvent, moi, je vais dire à des femmes que j'accompagne. On n'est pas là pour donner des conseils, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour... on est là pour écouter. Et juste écouter une femme qui est en train de déposer un sac à dos immense parce qu'elle a un poids et que c'est dur et que malheureusement, la société n'est pas ouverte à juste écouter. Il y a toujours le conseil qu'il ne faut pas donner ou la comparaison. Ah oui, mais moi, on s'en fout en fait. Au moment où on se confie, c'est pour déposer. Juste avoir un regard, une oreille. Et c'est OK, c'est tout, quoi, en fait. Si derrière, il y a un silence, c'est super. Et rares sont les personnes qui savent le faire. Et tu fais partie des personnes qui savent que... Oh là, je ne sais plus mon français. Mais tu vois ce que je veux dire. Merci, Kerianne. Et c'est aussi pour ça que je pense que ce lien que j'ai avec toi perdure et se nourrit et évolue. Et on fait plein de trucs différents ensemble. Parce que je sais, en fait, à quel point tu es une personne honnête, respectable, à l'écoute, bienveillante. Non, mais vraiment.
Personne ne me voit, mais... Moi, je te vois. Sauf Marion, et du coup, je suis là. Oh Je vais pas dire qu'elle rougit. si, un peu. Tu le vois pas, mais si, moi, je vois que je rougis. Mais voilà, les pommettes sont bien là, à fond là. Le sourire ne s'enlève pas, il est bien crié. Je vais bientôt pleurer. Merci, Marion. Mais je t'en prie, parce que tu le mérites, vraiment. Et heureusement que même tes podcasts, ils sont là pour toutes ces femmes, en fait. Je pense, et je l'ai entendu dans un de tes podcasts, je ne sais plus de qui t'a dit, je ne pense que tu ne te rends pas compte de ce que tu offres aux femmes. Je suis complètement d'accord avec cette femme que tu as vue récemment. C'est le seul truc que je sais, c'est que c'est une femme qui t'a invité récemment à... Maëlle. Maëlle, oui. Voilà. Je pense vraiment. Alors, soit tu es super humble et ça ne se voit pas, mais je pense... Ouais. Vais-je couper cette séquence, ça, vraiment? Non, vraiment, merci. Merci, Kyrian. Tu es à ta juste place auprès des femmes en postpartum, auprès des familles, et au podcast comme un accompagnement. Merci. Merci à toi. Bon, c'était avec plaisir de t'écouter à ce moment-là. Ah, comment vais-je reprendre mes esprits? Donc, avant de te demander comment tu vas dans cette fin d'échange, message pépite, comme tu sais, message joyeux et message coup de gueule. Si tu en as pas, voilà, tu vas vers ce qui te parle. Message pépite. Alors, je sais pas si tu vas me dire si c'est un message pépite, mais moi, hier, je suis retombée sur un livre que j'ai commencé à écrire à la grossesse de ma fille. Okay. Et en me disant, j'ai écrit tout... Souvent, dans les moments où ça va ou ça va pas, mais il se passe un truc, okay. Tu vois. Et dans l'idée de le transmettre à mes enfants. Hier, je l'ai pris et j'ai découvert que ça fait 1 an que je l'ai pas ouvert. Et c'est la date plus ou moins de mon début de dépression postpartum. Donc, mon message pépite, mesdames, parce que je l'ai ouvert, pas que pour regarder la date à laquelle j'ai pas écrit, mais je suis retombée sur des textes et c'est hyper puissant. Donc, mon message, je vous invite toutes à écrire pour vous, pour quelqu'un ou pour personne, on s'en fout, mais à écrire ce que vous ressentez, ce que vous vivez, parce que ça nous fait avancer, ça nous fait déposer et déposer tout ce qu'on porte en tant que femme. C'est quand même un super cadeau, en fait, de s'alléger. Donc, ouais, mon message, est-ce que... c'est un message pépite. Alors, c'est un message pépite. Déposez en écrivant, en chantant, ce que vous voulez, mais déposez vos mots. Et message coup de gueule, non? Eh ben, coup de gueule... Peut-être pas. Le corps médical, il est sympa, il en a besoin, mais soyez un peu plus cool, quoi. Un petit peu plus... Formez vos phrases peut-être différemment. Voilà. Apprendre à parler avant de réfléchir. Mettre plus d'humain dans le médical. Ok. Voilà. Merci. Alors, comment ça va? Ça va super bien. Alors, je suis super contente parce que... Je sais pas si toutes les femmes, ça leur fait ça, genre, je vais dire ça, ça, faut pas que j'oublie. Alors, pas du tout, hein. En fait, tu as pu dire les choses, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Donc, merci. Je suis super contente. J'ai hâte de m'écouter. Je sais pas, je m'étais dit, si, je vais forcément la poster sur mes pages, machin. Oui. Mais par contre, je vais peut-être pas l'envoyer à mes proches. Je vais les laisser, en fait, leur vie. S'ils doivent l'écouter, ils l'écouteront. S'ils ne l'écoutent pas, c'est OK. Et en même temps, bon, bref, on laissera. Donc, ouais, j'ai hâte. J'espère que ça va aider des femmes. Et moi, ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai hâte de faire le prochain. Parce que j'ai plein de trucs à dire sur la dépression postpartum. Et un grand merci. Merci à toi, Marion, d'être venue. Merci pour tout ce qu'on a pu partager avant, pendant, là et après, bien sûr. Oui. Merci pour ton amitié. Puis, on se dit, je ne sais pas quand, teasing de malade, je ne sais pas quand ça aura lieu, à un autre moment, deuxième partie. Et tu seras la première personne à nous parler vraiment d'une dépression postpartum, peut-être pas dans les moindres détails, mais dans plus de détails qu'on ne sait déjà à peu près. Merci à toi. Merci. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Cass & Pause. Si Cass & Pause vous a plu, je vous serais reconnaissante de vous abonner, de le liker
de le partager, de le commenter pour que ce podcast vogue encore plus loin. Je vous laisse sur les notes de Free Your Soul de l'artiste britannique Hanpan Joe, un joueur de handpan. Joe a très gentiment accepté que j'utilise sa musique pour le podcast. Je vous invite à l'écouter, ce qu'il fait d'une douceur incroyable. D'ici là, take care.